Donc pour introduire cette première séance sur les questions féministes, j'ai voulu commencer par une frise chronologique sur le féminisme pop et qui peut être identifié comme pop féministe. Et que dire de la coloration politique de cette nouvelle définition de l'engagement, de façon assez liminaire, je tiens à le préciser, parce que justement, je trouve qu'il faudrait laisser du temps pour questionner l'engagement et questionner toutes les critiques qui ont été adressées à l'endroit de ce concept qui est le féminisme pop. Donc, de l'héritage de la notion de féminisme pop, du documentaire que j'ai regardé d'Élise Baudouin, on peut remonter au XVIIIe, XIXe siècle aux courtisanes qui sont perçues comme des féministes pop, dans la mesure où Madame Steinheim, qu'on voit sur la slide, était une demi-courtisane certes, mais au XVIIIe, XIXe, c'était les seules qui étaient en mesure d'avoir un compte en banque, c'était les seules qui étaient en mesure d'accueillir des gens chez elles et d'avoir un chez elles déjà. Et dans cette frise chronologique, je questionne déjà la pertinence de la notion parce que, en introduction, je trouve, et pour en discuter, qu'il y a un ancrage temporel qui peut se dessiner de cette notion. Et de la courtisane à Angèle, on peut tout à fait dire que les féministes pop, de façon aussi un peu anachronique, ont toujours existé. Je vais juste citer la deuxième partie de cet extrait que j'ai pu retranscrire du documentaire Pop féministe des militantes aux icônes pop d'Abnous Shalmani qui dit, lorsqu'elle rencontre ses amies, elle dit « Mesdames, nous ne descendons pas de grandes bourgeoises, mais nous descendons de putes. Rappelez-vous et soyez un peu plus indulgentes. » Question sur l'ancrage temporel de la notion de pop féminisme. La deuxième question, c'est est-ce que finalement ce n'est pas un féminisme à la carte? Parce que toujours dans la frise, qu'est-ce qui peut nous permettre de rapprocher Lady Gaga à Hillary Clinton? Qu'est-ce qui peut permettre de rapprocher, autant pour moi, Roxane Gay à Beyoncé? Donc, et indépendamment des activités professionnelles et de l'éventuel rapport que nous avons avec, avec ces différentes personnes, on peut, en fonction aussi de notre activisme féminisme, sélectionner comme ça des personnalités qui défendent des idées qui se rapprochent aux nôtres, ou alors, dans une démarche tout inverse, construire notre activisme en sélectionnant comme ça des personnalités qui défendent des idées qu'on estime pertinentes. Ce qui me permet justement d'aller à des aspects, vers des aspects que Morgane abordera certainement, c'est la critique sur l'engagement politique de la notion de féminisme pop. Donc, j'ai pu ressortir de mes lectures et du documentaire d'Élise Baudouin deux critiques. La deuxième n'est pas en soi une critique, c'est plus une réflexion sur la coloration de l'engagement politique de la notion de féminisme pop. Et dans la lignée de la séance précédente, où avec Evan, on a pu traiter de la notion de la critique générationnelle, justement, que Bell Hooks faisait à l'endroit du féminisme de Beyoncé. On peut dire aussi que Bell Hooks, d'une certaine manière, critique la radicalité qu'on voudrait accorder justement à ce féminisme qui est issu ou qui s'ancre dans la diffusion médiatique et qui s'incarne dans la personnalité des gens qu'on veut caractériser ou non de féminisme, comme cela a été le cas depuis 2014 avec Beyoncé. Ce qui me permet de citer justement cet extrait que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez trouver la conférence entière sur YouTube, mais il y a cet extrait de Are You Still a Slave? Où Bell Hooks dit je crois que ce qui me préoccupe constamment dans mon imaginaire critique, c'est de comprendre pourquoi nous n'avons pas d'image libératrice qui aille au-delà qui aille au-delà d'eux, plutôt que d'être de simples inversions de ce que la société nous montre, c'est-à-dire des images qui questionnent à quoi je ressemble quand je suis libre. Et moi, d'ajouter cette image qui est un peu l'introduction de Sandrine Galland dans son bouquin, c'est ce défilé Chanel où on voit des mannequins vêtus de vêtements qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, avec des pancartes Be Different,
History is her story, women's rights are more than all rights. Donc, pour moi, cette image est à méditer. On voit des femmes sous le spectre de Bell Hooks, on voit des femmes blanches. Et en tête de file, on voit une femme blanche célèbre et riche. Donc, à méditer. Donc, Bell Hooks dit oui. C'est bien cette avalanche de revendications de l'activisme féminisme, c'est bien cette diffusion des idéaux féministes dans la culture pop et incarnée dans les célébrités et dans les personnalités qu'on adule. Mais la réalité, c'est bien ces chiffres d'Oxfam en 2021. C'est que 61% des personnes les plus pauvres sont des femmes et l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 19% dans le monde, où 2/3 des analphabètes dans le monde sont des femmes. Et puis les chiffres d'ONU Femmes que nous connaissons toutes et tous sur le quotidien d'une femme sur 3 qui se situe entre féminicide, mutilation génitale, trafic d'êtres humains, violences sexuelles et mariage précoce. Tout ça à méditer encore une fois. Je vais rapidement sur la lecture progressiste qui introduira justement l'intervention de Morgane. C'est sur 2014 comme l'année pivot où Beyoncé fait cette prestation absolument remarquable à la cérémonie des MTV Video Music Awards, où de façon symbolique, comme pourrait le dire John Fisk, une chanteuse reconnue pour être chanteuse se tait pour laisser une activiste dire la parole féministe. Et donc, en ce sens, après 2014, on en parlait justement avant la séance, enfin je n'en parlais pas, j'écoutais Morgane en parler. Après 2014, il y a eu cette explosion dans qu'est-ce qui est féministe, qu'est-ce qui n'est pas féministe, est-ce que Beyoncé est féministe, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce que son féminisme est pertinent, est-ce qu'il ne l'est pas, suivi justement d'une prise de position très claire de ses pairs artistes ou de ses pairs actrices sur leur positionnement vis-à-vis des idéaux et de discours féministes. Par Emma Watson, dont j'ai parlé tout à l'heure, de Lena Dunham et plein d'autres. Donc, le fait est tel que la libération de la parole au niveau à la fois d'une personnalité qu'on adule, qui se projette sur un public qui ne l'attend pas forcément, mais qui pense que la personnalité de la personne qui diffuse ce message peut faciliter justement l'appropriation de ce message par ce public-là, dans la mesure où si Beyoncé est féministe, Beyoncé qui est suivie par des centaines de millions de personnes, il serait difficile que moi, comme public pas très objectif, parce que fan de Beyoncé, je ne m'identifie pas comme féministe. Et c'est suivant cette lecture-là, après très subjective, parce qu'après les gens qui ne sont pas fans ont la leur, John Fisk dit dans chapitre 7 sur les politiques de la pop culture, dans un livre qu'il a appelé Understanding Pop Culture, Pop culture is progressive, not revolutionary. Des interrogations qui portent sur la place et la territorialité des corps, qu'on peut explorer avec Erving Goffman, les idéologies et le positionnement politique derrière ces prises de position et cette transmission des idéaux politiques qu'on peut explorer avec les cultural studies, les méthodes, les outils et surtout l'industrie capitaliste qui n'est jamais très loin et qui permettent justement d'enrichir la compréhension de ce féminisme pop. Nous y reviendrons sans doute après l'intervention de Morgane et je lui laisse de ce fait la parole. Merci. Merci beaucoup Victor et Joël pour cette introduction. Et puis d'abord, merci à vous trois de m'avoir invité ce soir. Je suis hyper contente d'être là. Merci à tout le monde d'être là ce soir aussi. Je tenais d'abord aussi à vous féliciter d'avoir organisé ce séminaire sur Beyoncé parce que c'est quand même pas rien. D'autant que le monde universitaire français s'intéresse pas beaucoup à la pop culture, malheureusement. Donc il faut espérer que ça aide à un peu faire changer les choses. Et puis quand même bravo à votre école aussi qui a décidé finalement de donner sa chance à ce séminaire et en se disant que voilà, il y avait des choses intéressantes à dire sur Beyoncé. Donc je vais essayer de vous faire honneur, voilà.
Du coup, la question que vous m'avez posée, c'est féminisme et féminisme pop, différence de degré ou de nature. Donc, c'est une très bonne question à laquelle je vais essayer de répondre ce soir. D'abord, en me demandant qu'est-ce que c'est le féminisme pop. Donc, on va revenir sur sa définition, sur ses combats, mais aussi son inscription dans l'histoire des féminismes. Ensuite, je vais m'intéresser au lien entre le féminisme pop et ce qu'on appelle le celebrity feminism, c'est-à-dire le féminisme qui est porté par des célébrités. Je reviendrai également sur des œuvres culturelles et des personnalités qui me semblent hyper importantes dans le féminisme pop. Bon, il a fallu choisir, c'était hyper dur. Et puis à la fin, je reviendrai sur les dissensions au sein du féminisme pop, aussi les critiques dont il fait l'objet et les limites du féminisme pop, parce que tout n'est pas rose non plus. Alors, le féminisme pop, qu'est-ce que c'est ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on fasse un petit retour en arrière. Promis, ça va être rapide. Sur les 3 vagues qu'on dénombre du féminisme dans l'histoire pour l'instant. Alors, la première, elle va du milieu du 19e au milieu du 20e. C'est la vague des suffragettes, donc ces femmes qui se sont mises en danger pour que les femmes obtiennent le droit de vote. En France, par exemple, on a eu la figure d'Hubertine Auclair, que vous voyez à l'écran en ce moment. Et en France, le droit de vote n'est accordé aux femmes qu'en 1944, ce qui est hyper tard par rapport à d'autres pays. Ensuite, on a la deuxième vague qui, elle, a lieu dans les années 60-70. C'est notamment la vague pour le combat pour l'autonomie corporelle des femmes. Donc c'est une vague hyper importante. C'est celle où on assiste à la légalisation de la pilule contraceptive, la création du planning familial, mais aussi la légalisation de l'IVG, bien sûr, hyper important. Et la pénalisation du viol, parce qu'il faut le savoir, jusqu'en 1980, le viol en France était considéré comme un délit et pas comme un crime. Donc il a fallu notamment des militantes comme l'avocate Gisèle Halimi pour faire bouger les choses. Heureusement qu'elles étaient là. Un livre qui a marqué la deuxième vague, même si pourtant il a été publié bien avant, c'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui a été publié en 1949. Pourquoi est-ce qu'il est marquant pour cette vague ? À cause de sa fameuse phrase « On ne naît pas femme, on le devient ». Je pense que vous la connaissez tous et toutes ici. L'idée de cette phrase, c'est quoi ? C'est qu'on ne naît pas femme à la naissance, mais qu'on nous éduque, on nous apprend à devenir une femme. Donc être une femme, c'est plutôt un conditionnement en fait, social, politique, culturel. C'est pas une donnée de naissance. Mais il y a d'autres publications qui ont lieu pour le coup pendant la deuxième vague qui sont très intéressantes. Par exemple, La femme mystifiée, le féminine mystique, que vous pouvez voir à l'écran, de Betty Friedan. Alors là, l'idée de ce livre, qui est assez révolutionnaire pour l'époque, c'est qu'elle s'intéresse aux injonctions qui pèsent sur les femmes au foyer américaines et qui les dépriment en fait. Donc c'est vraiment un sujet hyper tabou pour l'époque et elle vient vraiment sortir un lapin de son terrier, on va dire. Il y a également La femme eunuque de Germaine Greer qui sort en 1970, où dans ce livre, qui est aussi hyper révolutionnaire pour son époque, elle soutient que le modèle de la famille nucléaire empêche les femmes d'avoir une sexualité épanouie. Donc c'est quand même aussi un gros pied dans la fourmilière. À cette même époque, on assiste aussi à l'émergence des women's studies en fait. Donc à l'époque, avant cela, c'était pas vraiment étudié à l'université. Et là, on commence à voir, des champs universitaires qui se créent et même des départements qui sont dédiés, par exemple aux États-Unis et dans quelques pays d'Europe. Et ce qui est intéressant avec la deuxième vague, c'est que c'est aussi celle où il commence à y avoir des dissensions au sein du féminisme par des groupes qui sont vus comme minoritaires, comme par exemple les femmes noires, les lesbiennes, les travailleuses du sexe, les femmes handicapées, etc., etc. Et c'est important pour la suite parce que ça pose les bases de la troisième vague qui, elle, a eu lieu pendant les années 90. Et c'est une vague très spéciale parce qu'on commence à parler du fait qu'il n'y aurait pas un seul féminisme, mais des féminismes. Féminisme au pluriel, comme dans le titre de cette séance. Et c'est aussi à cette époque qu'on commence à parler de féminisme intersectionnel. Donc qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un terme qui a été créé par la dame que vous voyez à l'écran, qui est Kimberly Williams Crenshaw, qui est une universitaire afro-américaine. Elle a créé ce terme en 1989. Qu'est-ce que ça veut dire, le féminisme intersectionnel ? C'est l'idée que différentes formes d'oppression peuvent se croiser, s'enchevêtrer, se cumuler, et du coup créer des situations particulières de domination et d'oppression. Si on prend en compte, par exemple, la couleur de peau, l'origine sociale, si la personne a un handicap ou pas, son orientation sexuelle, son genre, etc. Trois des ouvrages majeurs de l'époque, trois des ouvrages majeurs de l'époque commencent à explorer justement un peu cette idée d'intersectionnalité. C'est par exemple le cas de Troubles dans le genre de Judith Butler qui paraît en 1990
et dans lequel elle soutient que les femmes ne forment pas un groupe social homogène. Donc c'est très important, où il faut prendre en compte la notion aussi de classe sociale, de couleur de peau, plein de choses, quoi. Il y a aussi Monique Wittig avec La pensée straight, qui sort en 92 aux États-Unis, mais en 2002 en France, qui est intéressant alors qu'à la base elle est française. Une autre philosophe lesbienne qui, elle, défend que l'hétérosexualité est vue comme une norme dans notre société, et que plus que ça, l'hétérosexualité constitue une sorte de régime politique, et que c'est de ce régime politique qu'on découle nos idées de ce que sont censés être les femmes et les hommes. Du coup, pour Monique Wittig, les lesbiennes ne sont pas des femmes, puisque en échappant à l'hétérosexualité, elles échapperaient à leur identité de femme qui leur serait assignée par l'hétérosexualité. Sur un autre sujet, mais hyper fondamental aussi pour le féminisme de la troisième vague, il y a The Beauty Myth de Naomi Wolf, qui n'a pas forcément très bien vieilli sur certaines choses, mais qui est quand même révolutionnaire pour son époque. Et dans ce livre, elle revient sur les injonctions qui sont faites sur les corps des femmes, notamment à travers la culture, la publicité, les médias. Donc c'est l'idée de commencer à s'intéresser à quelles injonctions on donne aux femmes et à quelle image on leur demande de correspondre. Donc c'est une troisième vague qui commence à s'éloigner justement d'une vision hétérocentrée, blanche et bourgeoise qui avait vraiment prévalu jusqu'à présent. Une des caractéristiques de la troisième vague, c'est aussi qu'il y a un clash entre les féministes universitaires d'un côté et le girl power. Donc là, on commence à se rapprocher de ce qu'on connaît. Le girl power, à la base, en fait, il émerge chez des jeunes punks, des femmes, dans l'État de Washington aux États-Unis, parce qu'elles en ont marre de la misogynie de la scène punk et elles veulent créer des safe spaces pour les jeunes femmes qui aiment le punk. Donc elles créent cette idée de girl power et de créer des endroits où les femmes peuvent venir tranquilles, à des concerts de punk sans se faire embêter. Mais ce qui va se passer, c'est que le girl power, il va être... pas récupéré parce que c'est pas tout à fait ça, mais il va finalement être raccroché à toute autre chose. Il va être raccroché aux Spice Girls, que je pense vous connaissez toutes et tous. Bon, vous les avez peut-être pas toutes écoutées, ça dépend de votre âge, mais en tout cas, ce sont elles qui vont devenir la figure du girl power, et même encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles défendent, les Spice Girls? Elles défendent par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles défendent aussi l'idée de sororité, de prioriser ses amitiés féminines sur ses relations avec les hommes. Donc pas mal de choses de ce genre-là. Par contre, elles ne sont pas là pour remettre en cause l'ordre socio-politique. Et ça pose beaucoup de problèmes aux féministes de l'époque, qui les trouvent un peu soumises au patriarcat, qui les trouvent pas du tout révolutionnaires. Elles leur reprochent notamment aussi de faire le jeu du capitalisme, parce que les Spice Girls, elles sortent beaucoup de produits dérivés et tournent dans beaucoup de publicités où elles revendiquent leur message girl power. Donc c'est aussi un peu une des premières fois où on voit des notions qui sont censées être féministes être mêlées au capitalisme, mais à un niveau énormissime. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc ça, c'est un peu la question. C'est une question qui n'est pas réglée. Le féminisme pop, en tout cas, lui, il émerge dans les années 2010, ça c'est clair, mais par contre, on ne sait pas encore trop où le situer. Certains pensent qu'on est dans une quatrième vague du féminisme, d'autres non, qu'on est encore dans un prolongement de la troisième vague, et même que le féminisme pop serait en fait juste un prolongement du girl power. Alors comme vous pouvez le voir sur ce diagramme, il y a des choses qui réunissent le girl power et le féminisme pop, notamment la volonté de défendre l'égalité femmes-hommes, la sororité, la liberté sexuelle pour les femmes, aussi le fait que ce soit dilué dans la pop culture, qu'il y a un lien assez fort aussi avec le merchandising, et aussi le fait que tous les deux ne sont pas bien accueillis par les féministes universitaires. Mais pour moi, on ne peut pas dire que le féminisme pop est juste un prolongement du girl power, ne serait-ce que parce qu'il y a le mot féminisme dans féminisme pop. C'est très important, c'est un mot politique, c'est un mot qui ne fait pas du tout consensus, et c'est un mot qui avait été rejeté par le girl power. En fait, à la fois, le girl power rejetait le sexisme, mais il rejetait aussi le féminisme. Même les punk Riot Girls qui ont créé le girl power, elles ne se reconnaissaient pas du tout dans les féministes de la deuxième vague, et elles ne se revendiquaient pas d'être les petites filles des féministes. Donc c'est quand même pour moi quelque chose, une différence fondamentale entre les deux qui fait qu'on ne peut pas simplement voir le féminisme pop comme un prolongement du girl power, parce qu'en plus le féminisme pop a tout de même des projets politiques et sociétaux, ce qui n'était pas du tout le cas du girl power, qui était plus quand même là pour un côté divertissement, quoi. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose.
Pour moi, il y a 5 éléments notamment qui permettent de caractériser le féminisme pop. Alors déjà, donc, la pop culture, on le retrouve dans des séries, dans des films, dans des chansons, dans des podcasts, sur des vêtements, il peut être partout. Le ton peut être léger ou sérieux, ça dépend. Et aussi, c'est un féminisme qui est soutenu par de très nombreuses personnalités, et ça, c'est vraiment très important. Il n'y a jamais eu autant de stars qui se sont déclarées féministes. Je pense que les plus jeunes, vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment hallucinant ce qui se passe depuis 10 ans, parce qu'avant, c'était vraiment le mot interdit chez les stars. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a un côté performatif où, en fait, ces stars se déclarent féministes toutes seules, et elles donnent ensuite leur propre vision du féminisme. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que certaines sont vues comme des idoles féministes, alors que pourtant, elles ne se reconnaissent pas du tout dans le féminisme et ne s'en revendiquent pas. Pourtant, elles sont vues comme féministes. Un troisième élément, c'est que le féminisme pop n'est pas cantonné au milieu universitaire ni au milieu militant. Ça, c'est hyper important. Par exemple, c'est un féminisme que vous pouvez croiser dans la rue avec les collages. Vous en avez toutes et tous forcément vu. Il y en a beaucoup. Il peut aussi se retrouver notamment sur Internet avec des mèmes, mais aussi, par exemple, via des comptes Insta, des comptes TikTok. Enfin, c'est un féminisme qui est très accessible et qui parfois va plutôt en fait venir à vous que vous n'allez venir à lui. Quatrième élément pour moi, c'est un féminisme du coup qui se répand massivement via les réseaux sociaux notamment et Internet. Et cinquième et dernier élément, c'est un féminisme pluriel, inclusif et solidaire. Donc ça, c'est hyper important de le dire, parce que du coup, ça m'amène à me demander quels sont les combats du féminisme pop. Alors, il y en a plein, du coup, je ne peux pas tous les évoquer, mais j'ai essayé de garder ceux qui me semblaient être les plus importants. Déjà, pour commencer, il y a atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Pour moi, le féminisme pop, c'est un peu une forme de féminisme du rappel à la réalité, au sens où, sur le papier, dans la loi, les femmes et les hommes sont censés être égaux, sauf que dans les faits, tu as pu donner déjà quelques chiffres tout à l'heure, Joël, c'est pas du tout le cas. Les femmes sont toujours moins payées que les hommes. Ce sont toujours les femmes qui assurent la majeure partie des tâches domestiques, l'éducation des enfants, ce qui pose un frein à leur carrière. Sont encore les femmes qui sont majoritairement victimes de violences sexuelles. Et voilà, je pourrais continuer très longtemps comme ça, mais je vais m'arrêter là. Du coup, l'idée du féminisme pop, c'est de montrer qu'il y a toujours plein de combats à mener, et pour ça, il y a pas mal de propositions politiques, comme par exemple mieux prendre en charge les plaintes pour viol, parler de consentement à l'école, etc., etc. Ensuite, c'est aussi lutter du coup contre les violences faites aux femmes et contre la culture du viol. Alors, c'est un terme dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En gros, la culture du viol, ça désigne l'ensemble des clichés qui participent à minimiser la gravité et l'ampleur des violences sexuelles, mais aussi à remettre en doute la parole des victimes et à les rendre responsables des agressions qu'elles peuvent subir. Ça donne des moments aussi forts que par exemple celui où l'actrice Adèle Haenel s'est levée au César lorsque le réalisateur Roman Polanski a reçu un prix alors qu'il est accusé de viol sur mineur. Donc elle s'est levée, elle a crié la honte au milieu de la cérémonie, ce qui est vraiment énorme parce qu'en France, le monde du cinéma est quand même assez frileux pour parler de violences sexistes et sexuelles. Il faut rappeler aussi qu'Adèle Haenel, elle a beaucoup relancé le mouvement MeToo en France quand elle a accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'harcèlement et d'attouchement sexuel lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans. Donc c'est sorti en 2019, si je ne me trompe pas, avec une enquête de Mediapart. Et depuis, une enquête a été ouverte, elle a porté plainte, etc. C'est toujours en cours, mais en tout cas, voilà, c'est une actrice qui se positionne sur cette question des violences sexistes et sexuelles et qui le fait avec beaucoup de radicalité. Un autre combat du féminisme pop, c'est lutter pour dépasser les clichés de genre, mais aussi lutter pour combattre aussi les injonctions envers le corps des femmes, comme par exemple l'injonction à la minceur, ce qui a pu donner le mouvement body positive, par exemple. C'est aussi lutter contre les discriminations et violences envers toute catégorie de population. Donc c'est un féminisme qui globalement essaye de se décentrer d'une vision normative du monde, c'est-à-dire une vision hétéronormée, blanche, cisgenre, grossophobe, validiste, etc. etc. Le féminisme pop, c'est aussi lutter pour que chaque femme soit libre de ses choix. Ça, c'est hyper important. Que ce soit être sexy, s'épiler, se maquiller, avoir des enfants, se marier, faire de la chirurgie ou porter le voile. L'idée, c'est que tout doit être laissé libre aux femmes et qu'il faut respecter ses choix. C'est-à-dire que rien ne doit être imposé, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit imposé par des hommes ou imposé par d'autres femmes d'ailleurs. En ce sens, c'est un féminisme qui, d'un certain côté, s'inscrit un petit peu en rupture avec des précédentes vagues parce qu'il a
tendance à se réapproprier certains éléments ou certaines pratiques qui ont pu être combattues par le féminisme auparavant. La conséquence de cela, c'est que chacune peut avoir sa propre définition du féminisme, et c'est à chacune de trouver l'équilibre qui lui convient pour atteindre ce qu'on appelle l'empowerment. Donc en français, on va dire empuissancement ou empouvoirment, ça dépend. C'est l'idée d'être en gros pleinement épanoui, d'avoir pleinement confiance en soi. Du coup, je vais trop vite. Du coup, le féminisme pop, c'est un féminisme de la contradiction, de la nuance, et c'est ce que soutient notamment l'autrice Roxane Gay, que tu as pu déjà évoquer tout à l'heure, Joël, qui a écrit un ouvrage fondamental pour le féminisme pop qui s'appelle Bad Feminist, et c'est l'idée qu'il faut accepter que être féministe, c'est compliqué, on fait ce qu'on peut, et que les femmes, c'est réussir à en fait rejoindre beaucoup de contradictions. Et elle a revendiqué ça avec beaucoup d'humour aussi et beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est un livre qui a fait du bien à pas mal de femmes et qui a lancé beaucoup de conversations autour de qu'est-ce que c'est être féministe aujourd'hui au XXIe siècle. Alors je l'ai dit, le féminisme pop, il est notamment porté par les célébrités. On parle même de celebrity feminism, donc c'est un terme qui a fini par sortir. Pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ce que disent les célébrités? Du coup, je pense que c'est le cas. Vous devez vous intéresser à ce que disent les célébrités, sinon vous ne seriez pas là ce soir. Pour moi, c'est important parce qu'elles sont le reflet de notre société, mais elles sont aussi des forces de changement. Elles participent à créer des imaginaires et des systèmes de valeurs. Et puis, parce que les gens les écoutent, tout simplement, et parfois plus que les intellectuels ou les politiques, par exemple. Donc, c'est quand même pas rien. Cependant, être féministe, pour une célébrité, on s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui parce qu'on est peut-être un peu blasé, mais à la base, ça va pas du tout de soi. Au contraire. Pourquoi ? Parce qu'après la deuxième vague du féminisme, donc c'est-à-dire à partir des années 80 environ, le féminisme a été vu comme inutile, parce qu'on est parti du principe que ça y est, elles ont l'IVG, elles ont la pilule, elles peuvent voter, c'est bon, elles ont tout ce qu'il leur faut. Du coup, les féministes qui restaient encore ont commencé à avoir mauvaise presse, on a commencé à les voir comme, entre guillemets, des mal baisés qui détestent les hommes. Voilà, ce qui est un cliché hyper problématique à plein de niveaux, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est ce que la journaliste Suzanne Faludi a remarqué, et c'est ce qu'elle a expliqué brillamment dans son livre Backlash, la guerre froide contre les femmes, qui est paru en 93, et dans lequel elle explique qu'après la deuxième vague, en fait, il y a eu une sorte de relâchement, si vous voulez, et d'agacement envers les combats pour les droits des femmes, parce qu'on estimait que tout avait été gagné, donc elles n'avaient plus vraiment de raison de se plaindre. Du coup, pendant des décennies, il était mal vu d'être féministe, y compris chez les stars. Déjà, je pense que de base, elles n'y pensaient pas vraiment au féminisme parce que c'était plus vraiment un sujet. Et puis, pour elles, c'était aussi prendre le risque de se priver de certaines opportunités professionnelles, vu que le milieu du divertissement est principalement dirigé par des hommes, où c'était aussi le risque d'agacer le public. Par exemple, les Spice Girls, qu'on voit aujourd'hui comme des idoles féministes, elles ont toujours rejeté le féminisme, même encore à ce jour. Elles disent qu'elles ne sont pas féministes parce que, je cite, pour elles c'est un terme de lesbienne, ou parce qu'elles aiment qu'un homme leur tienne la porte. Vous pouvez aller voir, c'est des propos qu'elles ont tenus en interview. Donc ça fait un peu mal, mais voilà, c'est la réalité. Ou par exemple, même Madonna, pendant très longtemps, elle a refusé le terme féministe parce qu'elle disait non, je ne suis pas féministe, je ne déteste pas les hommes. Et ça, c'est un amalgame hyper fréquent qu'on a vu chez plein de célébrités pendant très longtemps, même celles qui aujourd'hui finalement se revendiquent féministes, comme Lady Gaga, Taylor Swift et plein d'autres encore, ou Katy Perry. Mais du coup, si c'était pas évident pour les célébrités d'être féministes, comment est-ce qu'on en est arrivé au celebrity feminism ? Il s'est passé plein de choses dans les années 2010 qui ont favorisé ça, que je vais essayer de résumer assez rapidement. Déjà, d'un côté, la décennie 2010, elle est marquée par les 2 mandats de Barack Obama, qui est vraiment le président le plus people que les États-Unis n'ont jamais eu, donc il était apprécié des people, très entouré de people, etc. En gros, ça a participé à accélérer la peopleisation des politiques et aussi à ce que les people s'intéressent de plus en plus à la politique. Donc il y a eu un peu un mélange des genres qui a favorisé tout ça. L'autre facteur important, c'est la montée de l'usage d'Internet, notamment aussi avec les smartphones. Grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de blogging, les messages féministes, ils ont pu justement contourner les circuits traditionnels de l'information qui, en fait, ne s'en préoccupaient plus vraiment à l'époque. C'était aussi un moyen pour les féministes d'entrer très facilement en contact les unes avec les autres, donc ça tombait bien.
car il y avait encore de quoi faire. Donc ça, c'est marrant parce que je l'avais oublié, du coup ça m'a rappelé à cette époque. En 2011, il y a eu un scandale à Toronto parce qu'un policier a dit devant des étudiants, pendant une conférence, que si les filles voulaient moins se faire agresser, je cite, il suffisait de ne pas s'habiller comme des salopes. C'est littéralement ce qu'il a dit devant des étudiants. Du coup, forcément, il y a pas mal d'étudiantes qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui l'ont mal pris et à raison. Donc, elles ont décidé d'organiser ce qu'elles ont appelé une slut walk, donc une marche des salopes. Donc, elles se sont réappropriées ce terme-là pour en faire justement un outil d'empuissancement. De là, certaines ont décidé, par exemple, de manifester avec une mini-jupe, en sous-vêtements ou alors, par exemple, même topless, donc ça dépend. Et donc ça a été un succès et le mot s'est répandu sur Internet en fait de l'existence de cette slut walk et petit à petit il y en a eu plein dans le monde entier, il y en a eu à peu près 75 visiblement, c'est ce qu'on dénombre. Il y en avait une à Paris d'ailleurs en 2012 qui avait réuni je crois à peu près 10 000 personnes. Et puis dans ces slut walk on trouve quelques célébrités comme par exemple Nicki Minaj, Blac Chyna ou aussi Amber Rose qui elle-même d'ailleurs va organiser plusieurs slut walk tout au long des années 2010. Donc ce qui est vraiment important avec ce mouvement, c'est que c'est le premier mouvement féministe à émerger en ligne et en plus à avoir une résonance internationale. Donc ça marque vraiment un changement d'air dans le féminisme. Donc si Internet aide d'un côté à amplifier les messages féministes, c'est super. De l'autre, le côté moins glorieux, c'est qu'il devient un nouvel outil de la misogynie. Donc notamment des féministes commencent à se faire harceler en ligne, menacées de mort, menacées de viol. Et puis en 2014, il se passe un énorme scandale qu'on appelle le Celebgate. Peut-être que certains de vous s'en rappellent. En fait, des centaines de photos et de vidéos dénudées de célébrités, des photos privées, se retrouvent en ligne. Elles ont été piratées sur des comptes iCloud ou sur des comptes Gmail. Elles se retrouvent sur des sites comme 4chan ou Reddit et elles circulent partout sur Internet, quoi. Donc c'est un gros scandale, il y a beaucoup de victimes dans cette forme de revenge porn. Il y a par exemple Jennifer Lawrence ou Rihanna que vous voyez à l'écran, il y a aussi Ariana Grande, il y a Kirsten Dunst, il y en a plein. En tout, ce seront 5 hackers qui seront condamnés, 5 hommes, dont l'un qui était professeur quand même, je pense que c'est intéressant de le dire. Sur cette histoire, sur cette affaire du Celebgate, Roxane Gay, dont on a parlé déjà quelques fois, écrit quelque chose de très intéressant dans le Guardian. Elle dit « Ces hackers rappellent aux femmes que peu importe qui elles sont toujours des femmes, elles sont à jamais vulnérables, ce sont des femmes, donc elles doivent être jugées. » En clair, ce qu'elle nous dit, c'est que ces célébrités, elles ont beau être riches et célèbres, vivre un peu dans une tour d'ivoire. Cette affaire, ça les a brutalement ramenées à leur condition de femmes dans un monde misogyne qui estime que le corps des femmes existe avant tout pour la satisfaction du regard masculin. Donc il y a quand même quelque chose de très symbolique là-dedans. Même s'il est difficile d'évaluer le rôle que le Celebgate a pu jouer dans le lien entre le féminisme et les célébrités, on peut se douter qu'il en a quand même eu un, vu l'ampleur qu'il a prise, d'autant quand on voit des déclarations comme celle de Jennifer Lawrence, donc, qui était une des victimes, qui a dit à Vanity Fair « Ce n'est pas un scandale, c'est un crime sexuel. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de regarder mon corps nu. » Donc ça, c'est une phrase aussi qui est très marquante et qui montre que les mentalités commencent à évoluer. C'est ce que l'autrice féministe Jessica Valenti va expliquer dans le Guardian. Elle est ravie de cette phrase de Jennifer Lawrence parce que pour elle, ça montre que les femmes commencent à passer une étape où elles ne veulent plus avoir honte de ce que les hommes peuvent leur faire subir. C'est-à-dire que, par exemple, si ça s'était passé 10 ans plus tôt, on se serait peut-être dit elles n'ont qu'à pas envoyer de nudes, en fait, et puis c'est tout, et elles ne prendraient pas ce risque-là. Donc là, l'idée, c'est de montrer que non, les femmes ne sont pas coupables des crimes sexuels qu'elles peuvent subir. Dans les années 2010, les féministes, du coup, s'intéressent de plus en plus aux célébrités et au discours médiatique aussi sur les célébrités. On se rend compte, par exemple, que des stars des années 2000, comme Amy Winehouse, comme Paris Hilton, comme aussi Lindsay Lohan et Britney Spears, en fait, ont été maltraitées par la presse people pendant les années 2000, qui a donné vraiment une image d'elles absolument horrible et sexiste, en essayant de les faire, entre guillemets, passer pour des dépravées ou des folles, donc au choix. Et avec le recul, on commence à se rendre compte que c'était en fait une forme de sexisme, mais vraiment au grand jour et qui n'interpellait personne à l'époque.
Ce qui m'amène du coup à l'affaire Free Britney. Le terme Free Britney, il apparaît en 2009. C'est un fan de Britney Spears qui l'invente. À la base, il a créé un blog parce que la chanteuse a été mise sous la tutelle totale de son père. Et pour lui, voilà, c'est un danger. Mais il faudra 10 ans pour que le mouvement Free Britney prenne vraiment de l'ampleur. Et notamment, il faut que la vague MeToo soit passée entre-temps. Au bout d'un moment, ce sont des milliers, voire des millions de fans qui finissent par se mobiliser en ligne, mais aussi aller manifester devant les tribunaux à Los Angeles pour soutenir Britney Spears. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des médias qui qui s'y intéressent, qui leur emboîtent le pas, et aussi d'autres célébrités qui appellent à lever la mise sous tutelle de Britney Spears. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un basculement où Britney, à la base, pendant longtemps, on a vu cette affaire comme une espèce de fait divers people d'une célébrité folle. Et puis d'un seul coup, on commence à avoir une lecture féministe de ce qui lui arrive en se disant mais en fait, c'est symbolique du fait que les droits des femmes ne sont jamais garantis et qu'il faut écouter la parole des femmes. Finalement, sa tutelle est levée en novembre 2021 et ce sera vu par beaucoup de médias comme une victoire féministe. En 2016, un autre événement hyper important se passe, c'est l'élection de Donald Trump. Donc qui est un misogyne complètement assumé et qui est aussi un agresseur présumé. Il est accusé de violences sexuelles par de nombreuses femmes. Son élection, elle va pousser beaucoup de stars à s'engager justement pour la cause des femmes parce qu'il y a une vraie peur qui s'installe sur qu'est-ce qui va se passer en fait pendant son mandat. Est-ce qu'il va retirer le droit à l'IVG? Est-ce qu'il va retirer les financements au planning familial? Donc beaucoup de questions qui peuvent avoir des impacts vraiment très graves sur la vie des femmes. En janvier 2017, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu des grandes marches féministes de protestation justement à l'élection de Donald Trump. Et beaucoup de stars s'y sont rendues, comme Madonna, Scarlett Johansson, Cher, Natalie Portman, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines se sont même adressées à la foule et ont témoigné de leur propre expérience du sexisme et en quoi, par exemple, elles avaient dû faire appel un jour dans leur vie au planning familial ou des choses comme ça. Dernier événement fondamental des années 2010 qui provoque le rapprochement des célébrités avec le féminisme, c'est l'affaire Weinstein, qui démarre en octobre 2017 lorsque le New York Times sort une grosse enquête qui montre que ce gros producteur de films hollywoodien visiblement aurait agressé beaucoup de femmes durant sa carrière et il leur aurait acheté le silence. Donc leur silence. En tout, ce sont 93 femmes qui témoignent, dont 14 qui l'accusent de viol. Il y a pas mal de célébrités qui s'expriment, comme Rose McGowan ou Léa Seydoux, pour le côté français. Et en fait, c'est vraiment cette affaire qui va lancer la vague MeToo, sous l'impulsion d'Alyssa Milano, l'actrice Alyssa Milano, qui encourage ses followers en fait à dire voilà, si vous aussi vous avez été victime de violences sexuelles, dites-le. Et en fait, ça prend des proportions énormes. En à peine 24 heures, il y a plus de 500 000 tweets avec le hashtag MeToo qui sont postés. Des célébrités aussi y participent, donc du coup participent en témoignant de leur propre expérience de violences sexuelles, comme Lady Gaga ou Gwyneth Paltrow. Donc c'est un mouvement qui prend une ampleur incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que cette fois, les politiques et les médias sont un peu obligés d'écouter parce que c'est trop énorme ce qui se passe, on ne peut pas passer à côté. En tout, depuis octobre 2017, on compte plus de 54 millions de tweets avec le hashtag MeToo, ce qui est vraiment énorme. Ce qu'il faut rappeler par contre quand même, c'est que le terme à la base, il avait été créé en 2007 par une travailleuse sociale noire américaine qui s'appelle Tarana Burke. Voilà. Donc c'est Alyssa Milano qui a précipité l'ampleur qu'a prise la vague MeToo, mais c'est pas elle qui a été à l'initiative de ce mouvement à la base. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en France, on a eu plein de petites vagues de MeToo ces dernières années qui concernaient à chaque fois des milieux socio-professionnels un peu particuliers et qui ont montré qu'en fait, les violences sexistes et sexuelles existent absolument partout. Toujours en France, il faut noter aussi la création du mouvement Nous Toutes, qui se crée dans la foulée de MeToo et qui, depuis chaque année, organise une grande marche pour l'éradication des violences faites aux femmes, qui réunissent beaucoup de monde à chaque fois. On peut y croiser d'ailleurs des célébrités françaises comme Laetitia Casta, Alexandra Lamy ou Muriel Robin. Rien qu'en novembre dernier, peut-être que certaines ou certains d'entre vous y étaient, visiblement, rien qu'à Paris, il y avait environ 80 000 personnes, ce qui est vraiment un chiffre énorme. Donc voilà à peu près, j'espère que je ne suis pas allée trop vite non plus, pour les gros éléments, les gros événements des années 2010 qui expliquent pourquoi les célébrités se sont rapprochées du féminisme. Du coup, mais qui sont les stars piliers du féminisme pop? Alors il y en a plein, mais je ne peux pas toutes les évoquer, donc j'ai dû en choisir. On va bien sûr commencer par Madame Beyoncé, parce que c'est elle qui nous réunit ici ce soir. Beyoncé, on va commencer bien sûr avec son titre Flawless, qui est sorti en 2013 et qui est issu de son 5e album. Alors vous le savez sans doute, c'est un morceau qui contient un extrait
d'un TEDx de l'autrice américano-nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, où elle dit « Nous apprenons aux filles à se rapetisser, à se réduire. Nous disons aux filles, tu peux avoir de l'ambition, mais pas trop. Tu peux vouloir du succès, mais pas trop. Sinon, tu seras vue comme une menace pour les hommes. » Et elle donne sa définition du féminisme, qui est « féministe, une personne qui croit dans l'égalité sociale, politique et économique entre les sexes ». Alors pour moi, Flawless, c'est vraiment le moment de bascule vers le féminisme pop, parce qu'on n'est plus dans du girl power. On n'est pas non plus dans l'idée d'être simplement une femme forte, qui est portée par beaucoup de chanteuses pourtant. Se dire féministe, c'est politique, c'est pas anodin. Ça l'est encore moins quand ça vient de la part d'une superstar comme Beyoncé, qui du jour au lendemain se retrouve en fait à être l'idole féministe de toute une nouvelle génération qui se reconnaît pas forcément dans les anciennes idoles. Pour Beyoncé, l'égalité, elle se joue aussi au niveau de la sexualité. Il faut que les femmes aient droit à la même jouissance, au même plaisir que les hommes. C'est ce qu'elle défend dans le titre Partition, qui est présent dans le même album que Flawless. Et ce titre, il cite notamment un extrait de la version française de The Big Lebowski, qu'on va écouter tout de suite. Donc, du coup, c'est assez clair. Je pense que le message s'explique vraiment par lui-même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Beyoncé, en faisant ça, elle réconcilie d'une certaine manière, elle rapproche en tout cas féminisme et sexualité. Et d'une certaine manière, elle coupe un peu la chic aussi à tous ceux qui pensent que les féministes sont des mal baisés, même si, à nouveau, c'est vraiment un cliché qui est hyper problématique à plein de niveaux. Mais c'est en tout cas très intéressant. En 2016, elle va un peu plus élaborer sa vision du féminisme auprès du magazine Elle. Elle va dire notamment « Je n'aime pas me résumer à une étiquette. Je ne veux pas me dire féministe pour faire croire que c'est ma priorité avant le racisme ou quoi que ce soit d'autre. » Alors ça, c'est hyper important. Parce que notamment à partir de 2016, elle commence à mêler son féminisme à l'antiracisme, donc à la lutte contre le racisme. Le 7 février 2016 notamment, elle apparaît dans une tenue au Super Bowl qui rappelle les tenues des Black Panthers, donc qui était ce mouvement révolutionnaire afro-américain, de libération afro-américain. Et c'est pas un hasard, en fait, en 2016, c'est l'année des 50 ans des Black Panthers, donc il y a aussi une symbolique là-dessus. En tout cas, cette tenue, elle fait beaucoup parler. Elle vaut aussi à Beyoncé un appel au boycott, pardon, je rigole parce que ça me paraît absurde. Ça lui vaut aussi un appel au boycott de la part d'un syndicat de police de la ville de Miami, où elle devait se produire 2 mois plus tard. Donc c'est quand même assez hallucinant. Voilà. À partir de son album Lemonade, qui sort cette année-là, du coup en 2016, elle s'inscrit véritablement dans une perspective afroféministe assumée et sa carrière prend vraiment un tournant politique majeur. En fait, elle a un moment de sa carrière où elle peut davantage se le permettre et ça reflète aussi le climat social qui est à ce moment-là très tendu aux États-Unis parce qu'il y a eu plusieurs cas de scandales, de violences policières racistes. Lemonade, vous le savez sans doute, du coup, il est doublé d'un film musical qui est onirique et surréaliste, qui est très très beau, qui est en partie tourné sur une ancienne plantation de coton en Nouvelle-Orléans. Donc c'est une référence à la fois, bien sûr, au passé esclavagiste des États-Unis, mais aussi aux origines de la mère de Beyoncé. Car l'afroféminisme de Beyoncé, il passe aussi par la célébration des femmes noires. Dans le film Lemonade, par exemple, elle lit des poèmes d'une jeune poétesse noire qui s'appelle Warsan Shire. Elle invite aussi des artistes et des sportives, noires ou métisses, on peut en voir certaines ici, comme les sœurs IBI, mais aussi Amandla Stenberg, Zendaya, Serena Williams également, qui était dans un des clips. Elle rend hommage aux femmes noires, à la résilience et à la puissance des femmes noires face à l'adversité avec le single Formation. Elle parle aussi de la physionomie des corps noirs qui sont tout le temps l'objet de racisme et elle contre ça en célébrant par exemple le fait qu'elle a des narines larges et en célébrant le fait que sa fille a des cheveux crépus, ce qui n'est pas anodin non plus parce qu'il y avait eu beaucoup de commentaires racistes et hyper désobligeants sur les cheveux crépus de la petite Blue Ivy dans l'année qui avait précédé. Donc c'est aussi une réponse de mère noire en fait à ces critiques qui lui disaient que visiblement elle ne savait pas coiffer sa fille, ce qui est complètement faux. Beyoncé, à travers ce film musical, elle affirme aussi son soutien à Black Lives Matter. On la voit par exemple, vous la voyez en bas là, montée sur le toit d'une voiture de police qui prend l'eau. Alors là, il y a un double symbole. À la fois, c'est pour symboliser une institution qui s'enfonce avec ses crimes racistes, mais c'est aussi une référence à l'ouragan Katrina qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005. Et puis surtout, elle invite dans le clip 3 mères d'Afro-Américains qui ont été victimes de crimes racistes de la part de la police ou bien de la part d'individus anonymes.
Il y a la mère de Trayvon Martin qui est mort en 2012 à l'âge de 17 ans. Il y a la mère d'Eric Garner qui est mort en 2014 pendant un plaquage de police à l'âge de 43 ans. Et également la mère de Michael Brown qui a été tué par un policier en 2014 à l'âge de 18 ans. D'ailleurs, sur ce sujet, Beyoncé continuera à être investie. Elle réclamera justice pour George Floyd en 2020. Donc c'est cet homme qui avait été étouffé par un policier à l'âge de 46 ans et dont le meurtre a fait le tour du monde. Mais l'afroféminisme de Beyoncé, il passe aussi par une célébration de l'Afrique. En 2019, elle signe plusieurs chansons pour le remake du Roi Lion, peut-être que certains l'ont vu ici. Des clips sont tournés aussi entre l'Afrique et le Royaume-Uni. Pourquoi entre les deux ? C'est parce qu'elle a en fait une perspective panafricaine. L'idée, c'est de célébrer en fait une fierté culturelle que l'Afrique entretiendrait avec sa diaspora. Il y a notamment un titre, le titre Brown Skin Girl, qui est un des singles, dans lequel Beyoncé encourage les petites filles à la peau foncée à se trouver belles. Dedans, on la voit aussi poser avec ses filles, justement Blue Ivy et Rumi, mais aussi avec sa mère Tina. La vidéo est sacrée meilleur clip de l'année aux Grammy Awards et on va en regarder un petit extrait. Une autre ambiance que Partition. Pardon pour la coupure un peu violente. On a envie de tout écouter, je sais, hein, mais on n'a pas le temps malheureusement. Vous aurez remarqué d'ailleurs qu'il y a pas mal de célébrités dans la vidéo, comme Naomi Campbell, Lupita Nyong'o, Kelly Rowland, qui était bien sûr dans les Destiny's Child avec Beyoncé. Et en plus, il y a une symbolique quand même là-dedans, c'est que Kelly Rowland s'est déjà exprimée sur le fait que pour elle, si elle a eu du mal à avoir une carrière solo aussi forte que celle de Beyoncé, c'était aussi parce que certainement sa peau est plus foncée que celle de Beyoncé. Donc malheureusement, plus compliqué pour réussir à faire carrière dans un monde raciste. L'afroféminisme de Beyoncé, son féminisme en tout cas, il s'exprime aussi par la manière dont elle a fait exploser l'image parfaite de son couple, qu'elle entretenait depuis très longtemps. Donc son mari, c'est le rappeur Jay-Z, ils sont mariés depuis 2008, ils ont 3 enfants et puis ils ont collaboré plein de fois. Et encore là, j'ai pas mis toutes les collaborations parce qu'il y en avait trop. En fait, dans l'album Lemonade, donc, qui est celui où elle affirme son afroféminisme, elle révèle aussi les infidélités de Jay-Z. Donc il y avait des rumeurs qui circulaient depuis des années et là, elle les confirme. Dans des titres comme Sorry, par exemple, ou Hold Up, Beyoncé exprime sa peine et sa colère et elle se montre hyper vulnérable, ce qui est même un peu déroutant parce qu'à la base, c'est une chanteuse qui montre toujours une image de femme forte. Le revers de ça, c'est que beaucoup de ses fans ne comprennent pas pourquoi elle ne divorce pas. Vu que voilà, on la voit un peu comme l'apanage de la femme indépendante par excellence, donc pourquoi est-ce qu'elle s'empêtre d'un mari volage ? Et du coup, en fait, entre guillemets, sa loyauté, sa fidélité à Jay-Z joue un peu contre elle parfois, et elle peut être vue en contradiction avec son féminisme. Mais bon, Beyoncé, elle en a absolument rien à faire de ces critiques-là, et elle l'a rappelé d'ailleurs dans son dernier album, La Renaissance, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Dans le titre Plastic Off the Sofa, elle dit notamment « Nous n'avons pas besoin de l'acceptation du monde, ils sont trop durs envers moi et trop durs envers toi. » Donc voilà, vous êtes tous trop durs envers Jay-Z, sachez-le. Et puis son couple, de toute façon, voilà, c'est un élément hyper important de son storytelling. En 2018, ils ont sorti leur premier album commun d'ailleurs, donc comme ça, histoire de bien sceller que tout va bien, la mauvaise vague est passée. Leur album s'appelle Everything is Love. Il y a le single notamment Ape Shit dedans, dans lequel ils célèbrent leur réussite en tant que couple, ça c'est très important. Et ils taclent aussi au passage le racisme de l'industrie musicale, mais aussi du monde de l'art. Ils s'inscrivent véritablement en couple hyper puissant. On va regarder un petit extrait parce que bon, Cocorico quand même, ça se passe au Louvre. J'adore. Voilà, en toute objectivité. Voilà. Enfin, un des autres combats de Beyoncé dont on ne parle pas trop, c'est qu'elle soutient aussi les causes LGBTQ+. En 2019, par exemple, elle a été honorée par l'association GLAAD, qui est une des principales associations de défense des LGBT aux États-Unis. Et ce prix, elle l'a dédié à son oncle Johnny, qui est décédé des suites du sida. Et elle l'évoque d'ailleurs dans son album Renaissance à un moment. Alors là, j'ai plus la chanson en tête, mais vous écouterez. Voilà. Exactement. Merci Joël. Alors tout ça c'est bien, mais du coup, est-ce que Beyoncé elle est vraiment féministe ? Personne n'est d'accord.
Voilà, c'est la conclusion. Merci à tous d'être venus. Non, en réalité, en fait, ça a été très compliqué. À partir du moment où elle s'est dite féministe, le monde est devenu fou. C'est-à-dire qu'il y a eu, je sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines de papiers à ce sujet. Et personne n'arrivait à se mettre d'accord. Bon, après, c'est pas très étonnant parce que, en vrai, le féminisme, depuis les années 70-80, il est très divisé sur la question de la sexualité. Les féministes ne sont pas d'accord entre elles sur quoi faire de la sexualité et a fortiori du travail du sexe. En fait, si vous avez une perspective qu'on dit pro-sexe, on va dire que oui, Beyoncé est féministe. Par contre, si vous estimez qu'une femme sexy, elle est forcément soumise au patriarcat, alors pour vous, Beyoncé, elle va être difficilement féministe. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a autant de réactions hyper polarisées, et c'est vraiment quelque chose. Enfin voilà, ça arrive peu. Dans des déclarations en fait de célébrités, à ce qu'il y ait autant de réactions derrière des médias, mais aussi d'universitaires. Enfin voilà, je vous invite à aller regarder. Même il y a tellement de thèses sur le sujet, c'est vraiment incroyable, c'est sans fin. Alors une des critiques principales, notoires de Beyoncé, ça a été Bell Hooks, qui est une féministe queer et noire qui est décédée il n'y a pas très longtemps. En 2014, attention, c'est un peu dur, elle a accusé Beyoncé d'être une anti-féministe, voire même une terroriste, qui mettrait en danger la vie des jeunes filles noires en vendant son corps. Elle lui reprochait aussi d'enfermer les femmes noires dans le rôle de la victime. Donc vous l'aurez compris, Bell Hooks, elle n'appréciait pas des masses Beyoncé, c'était un sujet assez clivant pour elle. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ce qu'il faut rappeler du coup avec une perspective intersectionnelle, c'est que l'hypersexualisation de Beyoncé, elle peut interpeller, mais elle n'a quand même pas la même signification que l'hypersexualisation, par exemple, de Madonna ou de Miley Cyrus, parce que Beyoncé est noire. Alors là-dessus, je m'en remets à la critique et professeure de communication et professeure de Women's Studies Aïcha Durham, qui a écrit le livre que vous voyez à gauche. Elle explique dedans notamment que lorsqu'une artiste noire se sexualise, elle rejette ce qu'on appelle aux États-Unis les respectability politics. Bon, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais en gros, c'est un ensemble de règles auxquelles les femmes noires devraient se conformer si elles veulent être respectées dans une société qui juge leur corps et leur sexualité comme étant excessifs et sauvages. En clair, ce qu'elle explique, c'est que affirmer sa sexualité, c'est d'autant plus transgressif pour une artiste noire que pour une artiste blanche, parce que le regard blanc, qui est le regard dominant, exotise également la femme noire. C'est un exemple de misogynie noire, donc qui désigne en fait cette combinaison de racisme et de sexisme. En 2016, même Chimamanda Ngozi Adichie, qui est pourtant du coup citée dans Flawless, prend ses distances avec Beyoncé. Elle dit « Le féminisme de Beyoncé n'est pas le mien, c'est un féminisme qui accorde encore beaucoup d'espace aux hommes. » Donc clairement trop à son goût. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 99, la journaliste Joanne Morgan, dont vous voyez le livre là à droite, elle a essayé de réconcilier le féminisme et le hip-hop en inventant le concept de féminisme hip-hop, justement. Pour elle, l'idée, c'est qu'on peut tout à fait être féministe et aimer le rap, le hip-hop, même si parfois il peut s'avérer qu'il y a un peu de misogynie dedans. Et pour Joanne Morgan, la force de Beyoncé, c'est qu'elle pousse justement les féministes à discuter de choses qui sont très nuancées et très compliquées et qu'elle ne voulait pas vraiment voir avant, pas considérer. Donc, c'est-à-dire notamment d'approcher, d'avoir une approche intersectionnelle. Enfin, dernier point, la vision de l'Afrique portée par Beyoncé également, elle ne fait pas du tout l'unanimité, autant que sa vision du féminisme. Beaucoup lui reprochent d'avoir une vision fantasmée, dépolitisée de l'Afrique, de créer un espèce de folklore qui serait un peu mi-Disney, mi-agence de tourisme. Certains l'accusent même d'instrumentaliser l'Afrique parce qu'elle n'y a jamais donné de concert et parce qu'elle ne s'exprime pas vraiment en fait, sur les difficultés du continent. D'autres, au contraire, la félicitent parce qu'ils estiment qu'elle valorise l'Afrique et également des artistes africains, parce que, par exemple, pour Black is King, donc la BO du Roi Lion, elle a fait appel notamment à des réalisateurs africains pour tourner des clips. Voilà, donc c'est le deuxième sujet qui polarise beaucoup autour de Beyoncé, dont on entend moins parler, mais c'est une conversation qui est en cours et qui n'est jamais terminée. Voilà pour Beyoncé. Je vous propose qu'on passe à Cardi B, si ça vous dit. De son vrai nom, Belcalis Almanzar, donc c'est une ancienne stripteaseuse qui est devenue une rappeuse à succès. Donc je pense que vous la connaissez toutes et tous ici, quasiment.
Elle s'inspire beaucoup de son passé de travailleuse du sexe dans ses chansons, où elle exprime une sexualité qui est très puissante et très agressive. Ce qui est intéressant, c'est que sa sexualité, c'est vraiment son outil de pouvoir face aux hommes. On le voit notamment dans le titre WAP, que je trouve hyper drôle personnellement, où elle se vante notamment d'avoir été épousée alors qu'elle ne sait faire ni la cuisine ni le ménage. Donc, c'est-à-dire qu'elle transcende complètement les rôles habituels qui sont attribués aux femmes. Et par ailleurs, c'est elle qui réclame des choses au lit à son amant et pas l'inverse. Donc elle a vraiment une position de domination qui est complètement assumée. À côté, ce qui la rend encore plus formidable, c'est que Cardi B, elle est hyper engagée politiquement. Elle défend l'égalité des genres, l'inclusivité, l'antiracisme, une meilleure répartition des richesses. Elle défend aussi les droits des LGBT. Elle-même, d'ailleurs, dit qu'elle est bisexuelle. Elle est bisexuelle. C'est l'une des seules stars à défendre la mise en place d'un système de santé publique accessible aux États-Unis, donc c'est quand même pas rien, et aussi la gratuité de l'éducation. Donc c'est un sujet, pareil, qui n'est jamais réglé aux États-Unis. Elle a même soutenu la candidature de Bernie Sanders, comme vous pouvez le voir là. J'adore cette photo. Elle a pu le rencontrer en fait et lui poser quelques questions. Elle avait demandé à ses abonnés sur Insta, est-ce que vous avez des questions pour... Alors à la base, elle avait dit un candidat démocrate. Je suis pas sûre qu'elle avait annoncé que ça allait être Bernie Sanders, mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Bernie Sanders, il y a un entretien entre lui et Cardi B, absolument incroyable. Pour moi, en fait, je pense qu'elle est vraiment l'une des seules célébrités où on peut être sûr qu'elle n'a pas d'agenda personnel à promouvoir derrière ses opinions politiques. Il y a vraiment une espèce de candeur et de spontanéité chez cette chanteuse qui est hyper rare dans l'industrie de la musique. Passons à Lizzo, également, qui est une chanteuse américaine aussi, entre pop, soul et hip-hop, qui est féministe. On l'a connue avec son tube Juice qui est sorti en 2019. Lizzo, elle sait faire énormément de choses. Elle sait twerker et jouer de la flûte traversière en même temps. Elle célèbre ses formes avec des tenues courtes, des tenues moulantes qui montrent ses cuisses épaisses, sa cellulite. Ce qui est super aussi avec Lizzo, c'est qu'elle élève les autres femmes au lieu de les rabaisser et elle met les hommes face à leurs comportements problématiques. Ce qui est vraiment dommage, mais bon, c'est symptomatique d'une société grossophobe, c'est que la conversation publique revient très souvent autour de son poids. Et sur ce sujet, elle a toujours tort de toute façon. Alors d'un côté, on va lui reprocher de promouvoir l'obésité, et de l'autre, on va lui reprocher d'abandonner les femmes grosses quand elle décide en 2020 de faire une mini-cure de détox pendant 10 jours. Là-dessus, elle répond « Les femmes grosses devraient pouvoir faire ce qu'elles veulent avec leur corps, bordel ». Fin de citation. Dans le morceau Rumors notamment, elle répond à toutes ces critiques. Elle dit « Vous passez votre temps à essayer de briser une femme, il se passe des choses plus importantes, regardez autour de vous. » D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer une scène qui date d'il y a quelques jours, qui est absolument incroyable. En fait, elle était aux People's Choice Awards. Elle était récompensée justement pour ses engagements, pour ses prises de position politiques. Et au lieu de faire un discours comme n'importe quelle star, elle a décidé d'inviter 17 femmes activistes sur scène avec elle. Et elle les a toutes présentées. Voilà. Et c'est des nanas qui ont plein de combats différents. Passons à présent à Emma Watson, qui est aussi une grande figure du féminisme pop. Vous la connaissez, je pense, tous, toutes et tous. Elle a joué Hermione dans la saga Harry Potter. Et en 2013, elle passe à la politique d'une certaine manière lorsqu'elle devient ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. C'est elle qui incarne la campagne He for She, qui souhaite mobiliser les hommes dans la lutte contre le sexisme, ce qui est un vaste programme. Le 20 septembre 2014, elle donne un discours qui est très remarqué et très suivi au siège des Nations Unies à New York. Elle s'y déclare féministe, c'est important. Elle réclame d'ailleurs que le mot ne soit plus vu comme une insulte. Elle dit « Les hommes et les femmes devraient avoir le droit d'être sensibles. Les hommes et les femmes devraient avoir le droit d'être forts. Il est temps de percevoir le genre sur un spectre au lieu de deux idéaux opposés. » Alors, il faut savoir que ces propos lui ont valu des menaces de revenge porn, par ailleurs. En 2016, Emma Watson lance aussi un club de lecture féministe. Elle interviewe du coup pour cette occasion quelques autrices comme Gloria Steinem, Rebecca Solnit ou la poétesse Rupi Kaur, que vous connaissez peut-être d'Instagram. Dans une interview donnée à Vogue en 2019, elle s'énerve aussi contre la pression conformiste qui est infligée aux femmes lorsqu'elles approchent leurs 30 ans. Il faudrait être propriétaire, être mariée, être maman et avoir une carrière stabilisée. Elle, de son côté, elle ne se décrit pas comme étant célibataire, elle préfère dire qu'elle est en partenariat avec elle-même, elle dit self-partnered, je crois, en anglais, et elle dit qu'elle est très heureuse de l'être.
Petit retour à la musique avec Taylor Swift, que je pense tout le monde connaît ici également. Après des débuts très réussis dans la country, elle est passée à la pop en 2014 avec son album 1989. Et c'est à cette époque qu'elle se déclare féministe, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Elle dit « Quand j'étais adolescente, je ne comprenais pas qu'être féministe voulait juste dire espérer que femmes et hommes soient égaux en droits et en opportunités. Je croyais que ça voulait dire qu'on détestait les hommes. » Taylor Swift, elle est notamment connue parce qu'elle écrit elle-même ses chansons et elle écrit beaucoup sur ses relations, ses peines de cœur, ce qui lui vaut beaucoup de moqueries, beaucoup de critiques depuis très longtemps. Ce qu'elle a fini par parodier d'ailleurs dans le titre Blank Space, peut-être que certaines le connaissent ici. Ce qu'elle remarque aussi à cette époque, c'est qu'on ne fait pas du tout ce genre de moqueries ou de critiques ou de remarques aux chanteurs masculins, comme par exemple Ed Sheeran ou Bruno Mars, qui pourtant eux aussi écrivent sur leur vie privée, mais visiblement ça pour le coup, personne ne trouve rien à y redire. C'est en étant confrontée au sexisme qu'elle s'est peu à peu éveillée au féminisme. Pour moi, il y a 3 gros événements, notamment, je pense, qui l'ont amenée à ça. Notamment en 2016, lorsque Kanye West sort le titre Famous, où il dit « Je pense que je pourrais encore coucher avec Taylor. Pourquoi ? Parce que j'ai rendu cette salope célèbre. » Voilà, fin de citation. Donc c'était une nouvelle attaque après celle des MTV VMA en 2009, où il avait estimé qu'elle ne méritait pas le prix qu'elle avait reçu, etc. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Deuxième événement, c'est qu'un animateur de radio australien a agressé sexuellement Taylor Swift en 2013 après une interview. Il y a eu un procès en 2017 parce qu'il n'était pas content parce qu'il a perdu son travail. Du coup, il l'a accusé qu'à cause d'elle, il avait perdu son travail et qu'elle avait menti. Et elle a fait un contre-procès contre lui et c'est elle qui l'a emporté. Elle n'a perçu qu'$1 de dédommagement. Elle avait demandé la somme $1 pour que ce soit symbolique et pour que ses intentions ne soient pas mises en doute, vu que souvent, on voit d'un mauvais œil les femmes qui portent plainte et qui en plus réclament de l'argent derrière. En fait, c'est grâce à cause de ce procès qu'elle se retrouve en une du Time avec d'autres femmes lorsque Time Magazine a décidé de consacrer les briseuses de silence, comme ils les ont appelées, ces femmes qui ont parlé et qui ont permis à MeToo de se passer. Et troisième et dernier événement qui pour moi est significatif, c'est quand son ancien label a décidé de vendre les droits des masters de ses 6 premiers albums sans son consentement à un homme, Scooter Braun, qu'elle accuse de harcèlement moral et de manipulation. Donc pour elle, ça a été vraiment un déchirement de voir ces 6 premiers albums lui échapper. Du coup, elle a décidé de les réenregistrer tous les 6 pour que les gens écoutent ses versions à elle plutôt que les versions originelles. Ce qui c'est du jamais vu dans l'histoire de la musique. Personne n'a fait ça. Et beaucoup d'artistes y voient d'ailleurs une initiative féministe. Pour l'instant, on n'en a ressorti que 2, mais en tout cas, à chaque fois, ça a créé l'événement. Les fans sont en rendez-vous et même les radios. Il y a des radios qui se sont engagées à ne diffuser que les versions réenregistrées de ces titres au fur et à mesure de leur sortie. Le féminisme de Taylor Swift, il s'incarne notamment dans le titre The Man, qui est sorti en 2019, qui est présent sur son album Lover, dans lequel elle dénonce les doubles standards sexistes. Elle est persuadée que si elle était un homme, son succès ne serait pas autant remis en cause et sa vie privée ne serait pas autant commentée. On va regarder un extrait de ce clip qu'elle a réalisé d'ailleurs. C'est le premier clip qu'elle a jamais réalisé. Un petit tacle bien senti. Je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez reconnue, mais c'est elle en fait qui est grimée en homme. Voilà, donc elle a voulu elle-même jouer le rôle d'un homme. Elle a eu des prothèses, elle a eu un coach aussi en mouvement qui lui a appris à comment marcher, comment s'asseoir comme un homme, etc. Donc notamment le manspreading, je pense que ça doit parler à pas mal de monde ici malheureusement. À côté de ça, elle s'engage aussi à la même époque pour les droits des LGBTQ+. Avec son single You Need to Calm Down, qui est sur le même album que The Man. Elle lance aussi une pétition pour pousser le Sénat américain à interdire au niveau fédéral les discriminations envers les LGBT, parce que non, aux États-Unis, elles ne sont toujours pas interdites au niveau fédéral. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après des années de silence sur la politique, parce que Taylor Swift n'avait jamais donné d'avis politique sur quoi que ce soit, c'est l'élection de Donald Trump qui l'a poussée à être, ce qu'elle dit, du bon côté de l'histoire. Donc elle a fini, je pense que pareil aussi, elle était dans une période de sa carrière où c'était plus facile de l'imposer à son équipe parce que son succès était tel qu'au bout d'un moment, ça donne du poids à son avis et à sa voix.
Enfin, le féminisme de Taylor Swift, il se constate aussi dans le fait qu'à présent, elle défend beaucoup l'idée de sororité, alors que pendant longtemps, elle était plutôt dans une idée de rivalité entre femmes qui était assez pesante. Sa manière de parler aussi de ses relations avec les hommes a changé. Par exemple, elle explore beaucoup les dynamiques de pouvoir au sein des couples hétéros maintenant. Je peux donner l'exemple de la version 10 minutes de All Too Well, que certains ont peut-être vu ici, qui est dans la réédition de l'album Red, qui est ressorti l'année dernière. Mais c'est aussi le cas, par exemple, dans le titre Would Have, Could Have, Should Have, qui est une des chansons bonus de son dernier album Midnight, qui est sorti là, il y a quelques semaines. Et en fait, dans ces deux chansons, elle raconte des anciennes relations où elle était en couple avec des hommes qui avaient en gros une dizaine d'années de plus qu'elle. Et elle, à ce moment-là, elle avait genre 18-19 ans, donc elle était très très jeune. Et elle le raconte avec beaucoup de recul et elle montre ce qu'elle décrit en fait comme une forme d'emprise et une asymétrie en tout cas de pouvoir qui fait que c'était des relations qui l'ont beaucoup heurtée, qui lui ont fait beaucoup de mal et qui disent quelque chose en fait des dynamiques de pouvoir entre les hommes et les femmes. Toujours en musique, on a aussi Lady Gaga, bien sûr, qui se revendique depuis, féministe, voilà, ça fait quelques années, avant c'était pas le cas. En tout cas, depuis le début de sa carrière, elle revendique le droit de chanter sur sa sexualité, librement, et de pour autant mériter le respect. En 2014 également, c'est important, elle révèle qu'elle a été victime d'un viol à l'âge de 19 ans, par un producteur de musique, un viol qui par ailleurs l'a aussi amenée à avorter. Elle a caché cette agression pendant très très longtemps à sa famille et a développé un syndrome de stress post-traumatique assez intense, de ce qu'elle décrit. Et en fait, elle s'est inspirée de cette expérience pour écrire la chanson Till It Happens to You, donc qui parle du viol, et qu'elle a écrite pour un documentaire qui a été consacré aux violences sexuelles sur les campus universitaires américains, parce que c'est aussi un gros sujet là-bas. C'est une chanson qu'elle a interprétée aux Oscars, donc la photo est un peu floue, mais ce qui était très fort, c'est qu'à la fin de la chanson, elle a été rejointe sur scène par justement plein de victimes de violences sexuelles qui ont entouré son piano. Donc il y avait quelque chose de très fort à voir toute cette masse de personnes autour d'elle. Lady Gaga, c'est aussi bien sûr une idole et une alliée LGBT+, qui revendique sa bisexualité et qui a écrit des chansons qui sont devenues des hymnes aussi pour les communautés LGBT+, comme bien sûr Born This Way, qui est sorti en 2011. En fait, en soi, bien sûr, les questions LGBT, elles sont devenues hyper importantes dans la pop. Malheureusement, j'ai pas le temps d'y revenir ce soir. Mais c'est important de noter que beaucoup d'artistes font des coming out, expérimentent sur les questions de genre et de sexualité et font preuve en fait d'une certaine fluidité. Par exemple, on peut citer les cas de Christine and the Queens, mais aussi de Janelle Monáe, d'Halsey, de Hayley Kiyoko ou encore d'Elliot Page. Autant de gens formidables, mais j'ai pas assez de temps pour parler d'eux. Et enfin, toujours en musique, je termine avec Angèle, qui est un peu une des seules idoles féministes qu'on peut avoir dans la francophonie. Elle s'est imposée sur ce terrain-là avec son titre « Balance ton quoi » qui est sorti en 2018, dans lequel elle dénonce le sexisme ordinaire. Et dans le clip, qui est vraiment très sympa, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à le regarder, elle imagine une académie anti-sexisme qui enseigne les notions de consentement et de respect envers toutes les femmes. C'est un clip vraiment rigolo. Donc voilà pour les célébrités que j'ai retenues comme étant des piliers du féminisme pop, mais bien sûr il y en a plein d'autres, mais malheureusement on ne peut pas toutes les citer. Mais le féminisme pop, c'est aussi créer des nouveaux récits, donc ça c'est hyper important. Des récits qui bénéficient notamment de la portée inouïe des plateformes de streaming. Le féminisme pop, plus qu'au cinéma je trouve, il s'est plus développé à la télévision. Parce qu'à la télévision, on a le luxe du temps, donc plus le temps pour développer des arcs narratifs et la psychologie des personnages. Dès les années 90, on peut citer des séries qui sont vues comme girl power, comme bien sûr Buffy contre les vampires, Charmed, Alias, Ally McBeal, etc., etc. Ce sont des séries qui ont vraiment ouvert la voie à de nouveaux personnages féminins à la télévision. Et ces 10 dernières années, les séries télé ont été vraiment riches en féminisme pop, intersectionnel, en female gaze. Il y a eu beaucoup d'anti-héroïnes complexes qui ont été proposées, donc j'ai retenu quelques séries. Et là, bien sûr, j'aurais pu en citer plein d'autres, mais je ne peux pas toutes les citer. Commencer par la série Girls, qui est une série d'apprentissage créée par Lena Dunham. Elle raconte les déboires de 4 jeunes amies new-yorkaises. Alors le personnage principal, c'est Hannah, donc qui est penchée là sur la photo. C'est aussi la créatrice du coup, Lena Dunham. Alors c'est une aspirante écrivaine. Qui est grosse et qu'on voit souvent dénudée. Donc c'est vraiment une première à l'époque pour une femme grosse dans une série télé. La série montre en gros de manière générale beaucoup de rapports sexuels un peu bizarres. Enfin, on est très loin de la vision édulcorée qu'on avait en général du sexe à la télévision.
Alors Girls, par contre, est complètement passé à côté des enjeux intersectionnels, de représentation et de diversité, mais c'est quand même une série qui a le mérite d'avoir valorisé les histoires de jeunes femmes qui sont imparfaites, qui sont même parfois détestables d'ailleurs, et qui ont des amitiés complexes. Et elle a aussi le mérite quand même d'avoir montré sans pudeur un corps très différent de ce qu'on voyait à l'époque à la télévision. Autre série importante pour le féminisme pop, La Servante écarlate. À la base, c'est une dystopie, un roman de Margaret Atwood qui a été publié en 85. Donc ça commence un peu à dater. Elle imagine en fait une dictature religieuse qui se met en place aux États-Unis à une époque où la fertilité aurait beaucoup chuté, et du coup la natalité aussi. Ce qui se passe dans La Servante écarlate, c'est que les femmes en fait sont entre guillemets des esclaves sexuels. Les femmes fertiles sont envoyées dans des familles bourgeoises pour leur donner une descendance. Et bien sûr, toute tentative de rébellion est très difficile, est très durement réprimée, souvent jusqu'à la mort. C'est une série qui est très violente, qui ne fait pas l'unanimité parmi les féministes, parce que certaines, justement, la trouvent trop violente et ont l'impression de voir une sorte de torture porn. Je crois que c'est ça le terme, l'idée qu'au bout d'un moment, on se gave un peu de voir des femmes souffrir autant. Mais c'est quand même intéressant de voir que la série, elle est aussi récupérée par certaines féministes aux États-Unis qui peuvent porter des tenues similaires aux Servantes écarlates lors de certaines manifestations. D'ailleurs, c'est pas qu'aux États-Unis, on a pu déjà en voir, par exemple, en Argentine ou en Croatie. Autre série dans un autre ton, la série Fleabag, qui se situe entre comédie et drame, qui a été créée et jouée par Phoebe Waller-Bridge. Alors Fleabag, c'est une jeune londonienne qui est complètement paumée, qui enchaîne les histoires d'amour vouées à l'échec et qui a une relation très chaotique avec sa famille. Elle essaye de trouver un sens à sa vie avec beaucoup de sarcasme, elle est très drôle, et puis elle échappe à tous les carcans féminins. Et pour moi, elle incarne aussi vraiment cette idée d'un féminisme pop où les femmes essayent de se débrouiller avec beaucoup de contradictions. Pour ça, je vais vous montrer un petit extrait. Donc elle assiste à une conférence féministe avec sa sœur. Voilà. On est des mauvaises féministes. Donc comme le titre du livre de Roxane Gay, on y revient tout le temps, mais c'est vraiment une notion fondamentale dans le féminisme pop. Autre série qui est hyper marquante, c'est la série Insecure, qui s'est terminée il n'y a pas longtemps. Elle était centrée autour du personnage d'Issa, qui est à droite, qui est jouée par Issa Rae, qui est aussi la créatrice du show. Alors Issa, elle rêve de travailler dans la musique, mais elle n'ose rapper que devant son miroir, elle est très timide. A contrario, sa meilleure amie Molly, qui est juste à côté, elle, c'est une jeune avocate redoutable, hyper carriériste, qui a hyper confiance en elle. Donc finalement, elle s'équilibre bien entre elles, mais toutes les deux sont rattrapées par les aléas de la vie, par leurs doutes, par leurs erreurs, mais aussi par le sexisme et le racisme ordinaire. Ce qui est aussi intéressant avec Insecure, c'est que le sexe a une place centrale dans la série, ce qui n'est pas du tout anodin pour une série au casting noir, vu ce que j'ai pu vous expliquer sur le rapport à la sexualité noire qui est vu comme quelque chose d'excessif. Mais cette série, ça reste quand même avant tout une ode à l'amitié entre des jeunes femmes noires qui essayent de se faire leur place dans un monde sexiste et raciste. C'est vraiment une super série, je vous la conseille. Et enfin, j'ai retenu aussi la série I May Destroy You, qui est une mini-série qui est sortie en 2020, qui a été inspirée du vécu de son actrice principale, Michaela Coel. En fait, elle raconte le chemin de croix d'Arabella, qui est une jeune écrivaine britannique noire, qui est droguée puis violée dans un bar à Londres. Et cette série, elle est très forte, elle est assez violente aussi, mais je l'ai trouvée vraiment exemplaire. Elle aborde en fait plein de facettes de la culture du viol, mais aussi la question de l'érotisation des corps noirs et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Elle a reçu l'Emmy Award du meilleur scénario pour cette mini-série et lors de son discours, Michaela Coel l'a dédié à toutes les victimes de violences sexuelles. Donc au cinéma, il s'est quand même passé 2-3 trucs assez intéressants au niveau du féminisme pop ces dernières années. On a eu notamment les 2 sagas dystopiques avec des leads féminins, Hunger Games et Divergente. On a vu aussi des films aux jeunes héroïnes indépendantes, comme par exemple Divine en France, mais aussi Booksmart, Lady Bird, Don't Worry Darling. En France, on a aussi le Female Gaze de Céline Sciamma, avec notamment Portrait de la jeune fille en feu, s'il ne faut n'en citer qu'un, donc qui raconte une histoire d'amour lesbienne qui se passe au XVIIIe siècle et qui a quand même été sélectionnée aux Oscars, donc gros succès d'estime. La décennie 2010, c'est aussi celle des premiers films de super-héroïnes. Il n'y en avait jamais eu avant, donc on a Wonder Woman, Captain Marvel, Harley Quinn, qui est une super méchante, mais bon voilà. Et plus récemment, on a eu les films aussi Wakanda Forever et The Woman King,
le dernier avec Viola Davis, qui sont centrés sur des super-héroïnes noires. Les années 2010 sont aussi les années de reboot féminin de blockbuster masculin, comme Ocean's 8, Ghostbusters ou How I Met Your Father. Là, par contre, le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous, mais comme quoi il ne suffit pas de mettre des femmes pour que ça marche. Il faut faire un peu plus d'efforts que ça. La littérature aussi, bien sûr, elle s'est enrichie du féminisme pop. J'aurais pu en citer des dizaines et des dizaines, mais j'ai pas le temps, donc j'en ai mis quelques-uns sur cette diapositive. En France, par exemple, on peut citer Mona Chollet, bien sûr, Virginie Despentes, Lola Lafont, Louise May, Alice Zeniter, Pauline Armange, Pénélope Bagieux, Titiou Lecoq, Lorraine Bastide, bien d'autres encore. À l'étranger, on peut citer Brit Bennett, Chimamanda Ngozi Adichie, Anna Hope, Sally Rooney, Céleste Ng. Il y en a là aussi plein d'autres, bien sûr. Ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment quand même une offre aujourd'hui de littérature féministe hyper grande, tellement que limite je trouve personnellement que c'est difficile de suivre. Il y a trop de sorties. Du côté des médias, il s'est passé aussi quand même pas mal de choses en rapport avec le féminisme pop. Alors de très loin, le média qui s'est vraiment imposé comme le média de référence sur les questions du féminisme pop, c'est Teen Vogue, donc qui est la version de Vogue destinée aux ados. Notamment son site internet, qui a été beaucoup copié, mais jamais égalé, et qui a su vraiment trouver le bon ton et le bon équilibre entre politique et pop culture. En France, on peut quand même noter que les grands féminins, ils ont essayé de notamment se montrer plus intersectionnels. Par exemple, Marie-Claire, où j'ai travaillé notamment quelques années, en 2021 a sorti 8 couvertures collector pour le 8 mars, donc avec 8 femmes très différentes. Là, je me rends compte du coup qu'elles n'y sont pas toutes. Si, elles y sont, pardon. Elles y sont toutes. Donc on voit, et notamment, ça a été la première couverture d'un féminin en France avec une femme handicapée en couverture. Donc c'est quand même aussi fou qu'il ait fallu attendre 2021 pour que ça puisse arriver. Il faut aussi citer l'apparition de revues féministes de grande qualité comme La Déferlante par exemple, mais aussi Gaze Magazine, sans oublier Well Well Well, qui est une très belle revue pour toutes les lesbiennes. Et à côté de ça, bien sûr, vous le savez toutes et tous, le podcast féministe aussi a explosé. Là, pour le coup, vraiment, ces toutes dernières années. Et parmi les deux plus écoutés, on a bien sûr La Poudre et Les couilles sur la table. Donc voilà pour un tour un peu de tout ce qui a pu changer au niveau culturel, un tour très rapide, j'en ai conscience, autour du féminisme pop. Du coup, j'arrive à mon dernier point, qui sont un peu les sujets qui fâchent au niveau du féminisme pop, parce qu'il y en a quand même. En fait, de toute façon, à l'image du féminisme de manière générale, le féminisme pop, il est parcouru de dissensions. Elles sont d'autant plus nombreuses que les combats sont très très nombreux dans le féminisme pop. Déjà, une des questions, c'est que faire des hommes ? C'est une question. La question mérite d'être posée. Alors la plupart disent qu'il faut inclure les hommes aux luttes féministes, qu'il faut faire le tri, qu'il faut les pousser à s'éduquer, etc. Les plus radicales, elles ont décidé que non, qu'il faut abandonner l'hétérosexualité pour ce qu'on appelle le lesbianisme politique. Alors par exemple, c'est le cas de Virginie Despentes, qui est une des grandes figures du lesbianisme politique en France, et qui dit avoir ressenti, je cite, un soulagement inouï lorsqu'elle a décidé d'arrêter d'être hétéro et de devenir lesbienne. C'est intéressant parce que cette idée commence à se faire un chemin. Par exemple, il y a eu la publication de 2 livres récemment, Sortir de l'hétérosexualité de Juliette Drouard et aussi Comment devenir lesbienne en 10 étapes de Louise Morel, donc que je n'ai pas lu mais qui a l'air d'être un guide très pratique. Une autre question qui crée des dissensions au sein du féminisme pop, qui est un peu le prolongement de Que faire des hommes, c'est que faire des hommes, des agresseurs qui ont été condamnés ou bien qui ont été présumés agresseurs, notamment dans la culture et dans la politique. Ce qu'on constate ces derniers temps, c'est qu'en tout cas, il y a un petit retour en grâce de figures controversées, qui sont parfois d'ailleurs réhabilitées par des femmes. Ça a été le cas récemment de Johnny Depp, donc, qui est accusé de violence domestique, et qui est apparu dans le défilé Fenty de Rihanna, le dernier défilé Fenty. Également, on peut remarquer, je retrouve mes notes, que Kelly Rowland, de son côté, là c'est tout récent, ça date d'il y a une dizaine de jours, elle a défendu le droit de Chris Brown à reprendre sa carrière, à ce qu'on arrête de lui parler du fait qu'il a quand même frappé Rihanna jusqu'à ce qu'elle ait des hématomes au visage. Et puis, il y a également l'actrice Helena Bonham Carter qui a pris la défense récemment de Johnny Depp, mais aussi de J.K. Rowling, en disant que la cancel culture, c'était vraiment pas très bien. Ça, j'y reviendrai juste après.
Donc tout le monde n'est pas d'accord sur quoi faire avec, on va dire, entre guillemets, ces hommes problématiques. La top modèle Émilie Ratajkowski, par exemple, elle pense qu'il faut pas penser que d'un côté, il y a des hommes bons et des hommes mauvais. Elle dit « Nous vivons dans une culture et un système qui permettent aux hommes, consciemment ou non, de profiter des femmes et de leur position de pouvoir. Nous devons parler de ces expériences. Au lieu de penser que telle personne est mauvaise, il faut changer de culture. » Donc c'est quand même un point de vue intéressant. Et l'actrice Adèle Haenel, de son côté, donc, que j'ai déjà invoquée plusieurs fois, elle a décidé notamment de ne plus tourner avec des cinéastes réputés, parce que pour elle, ça revient à participer à un cinéma qui est complaisant envers les violences sexuelles. Elle explique d'ailleurs que la majorité de son énergie est désormais consacrée à écouter et aider les victimes d'abus. Ces derniers mois, le débat féministe il s'est aussi cristallisé autour de la question trans, avec de la montée de figures qui sont dites TERF, donc ce sont ces féministes radicales qui veulent exclure les femmes trans des combats féministes. C'est par exemple le cas de J.K. Rowling, qui est l'autrice de la saga Harry Potter. Donc ces propos ont amené notamment pas mal d'acteurs de la saga à prendre leur distance et à dire qu'eux n'avaient aucun problème avec les personnes trans. Qu'il y a un débat, c'est une chose. Ce qui est autre chose, c'est que certaines de ces féministes refusent même l'existence des femmes trans, ce qui pour le coup est transphobe. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup de critiques des féministes envers le féminisme pop. C'est pas du tout un format de féminisme qui fait l'unanimité. Pour de nombreuses féministes, son péché impardonnable, c'est son appel à l'empowerment par la séduction et la sexualité. Donc c'est ce que je vous disais déjà il y a quelques temps, c'est que les féministes ne sont pas d'accord sur quoi faire de la sexualité dans les combats des femmes. Bell Hooks, j'y reviens à nouveau, elle n'aura eu de cesse de reprocher à Beyoncé de nourrir à la fois le système patriarcal et le système capitaliste, au lieu de les questionner. Même l'album Lemonade, qui est quand même un album afro-féministe, n'avait pas trouvé grâce à ses yeux. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que c'est très bien de s'emparer du désir féminin, mais pour en faire quoi ? Est-ce que les nouvelles artistes ont vraiment pris le pouvoir ou est-ce qu'elles viennent renforcer un ordre patriarcal ? Et est-ce qu'on peut réellement échapper au regard masculin, au male gaze ? Pour la plupart des femmes qui critiquent Beyoncé, c'est impossible. Pourtant, ces concerts sont quand même remplis, je trouve, de femmes et de personnes LGBT et pas d'hommes cis hétéros qui viennent se rincer l'œil, donc c'est quand même assez significatif. Par ailleurs, c'est intéressant d'observer l'apparition, ça commence tout juste, de boîtes de nuit 100% féminines, par exemple au Royaume-Uni, où les femmes viennent habillées de manière très sexy, alors que pourtant il n'y a aucun homme à séduire. Donc, comme quoi c'est possible. Une autre critique du féminisme pop, c'est Andy Seisler, qui est la co-créatrice de Beach Media. C'est en fait une organisation qui offre une lecture féministe de la pop culture et des médias. Elle a consacré tout un livre à ça, que je vous conseille de lire, qui s'appelle We Were Feminist Once. D'ailleurs, elle ne parle pas de féminisme pop, elle préfère parler de féminisme mercantile, qu'elle décrit comme étant décontextualisé et dépolitisé. Qui pour elle n'a pas de substance. Pour elle, voilà, maintenant on nous fait croire qu'être féministe, c'est aussi simple que de s'acheter une tasse avec Frida Kahlo dessus, quoi. Pour elle, c'est un problème. Elle trouve aussi que les médias sont trop complaisants envers les célébrités qui se disent féministes. Elle estime que les médias devraient plus travailler ces questions-là auprès des stars, leur demander bah oui, d'accord, vous êtes féministe, mais en quoi ça se retrouve dans vos choix de carrière, qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre vie tous les jours qui soit féministe. Et c'est vrai que c'est pas trop le cas. Elle regrette aussi que le mot féminisme soit devenu interchangeable avec plein d'autres mots comme force, autorité, joie de vivre, richesse, etc. Donc pour elle, le féminisme pop est vraiment coupable de beaucoup de crimes. Elle estime qu'il a dissous le message du féminisme, et qu'il a notamment ouvert la voie à une réappropriation par la droite conservatrice. C'est vrai que par exemple aux États-Unis, Ivanka Trump et Sarah Palin se sont déclarées féministes. Voilà, ce qui peut paraître un peu étonnant. En France, on voit aussi des femmes politiques de droite comme Valérie Pécresse ou Marine Le Pen qui tentent de faire de leur genre un argument politique. Donc c'est quand même aussi intéressant de le remarquer. Une autre critique importante envers le féminisme pop, c'est que ce serait une forme de féminisme néolibéral individualiste. Là-dessus, je vous invite à lire le livre de Catherine Rothenberg, qui est une universitaire canadienne. Elle estime que en fait, on a un peu gaslighté les femmes à leur faire croire que maintenant, que l'Eldorado féministe, c'est de trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso, et qu'en gros, il n'y aurait que de cette manière-là qu'on peut être féministe.
Pour elle, le féminisme n'est plus une question de combat politique, mais de recherche de bonheur individuel, et c'est un problème. Donc pour elle aussi, elle estime que le féminisme pop a dépolitisé le féminisme. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même toute une littérature de développement personnel / business à destination des femmes qui sont sorties ces dernières années, qui donne en fait l'impression que c'est dans les mains des femmes de réussir. Il suffit de travailler très fort et de le vouloir et tout ira bien. Voilà, comme si c'était aussi simple que ça. Et en fait, c'est une littérature qui a notamment... qui a émergé avec le livre de Sheryl Sandberg, qui s'appelle Lean In en anglais. Sheryl Sandberg, c'était l'ancienne numéro 2 de Facebook, et elle a voulu faire un espèce de manifeste, voilà, en disant aux femmes, mais si vous pouvez réussir à faire carrière, regardez, moi j'ai réussi, voilà ma méthode. Sauf que bon, tout n'est pas applicable, voilà. Une autre critique envers le féminisme pop, qui vient parfois d'ailleurs de l'intérieur du féminisme aussi, hein, pas que de l'extérieur, c'est que le féminisme pop, et notamment le mouvement MeToo, aurait engendré une forme de chasse aux sorcières, et des carrières seraient détruites pour rien. C'est ce que certains appellent la cancel culture. Donc c'est un terme qui est apparu en même temps que la vague MeToo, enfin c'était une réaction à la vague MeToo. Pour ces critiques, en fait, nous serions dans une espèce de tribunal populaire où la masse déciderait d'arrêter des carrières sans procès. En juillet 2020, le magazine Harper's Magazine a publié une lettre, d'ailleurs, qui a été signée par de nombreuses personnalités. Une lettre qui dénonce un climat intolérant, je cite, sur les deux bords de l'échiquier politique. Parmi les signataires, on retrouve par exemple Gloria Steinem, donc une grande féministe, mais aussi Margaret Atwood, J.K. Rowling ou Salman Rushdie. La cancel culture, c'est un sujet qui intéresse les féministes, comme vous pouvez voir Adrienne Maree Brown avec son livre We Will Not Cancel Us, dans lequel en fait elle fait notamment des propositions pour transformer la justice. Car dans les faits, parce que c'est bien de revenir aux faits, peu de procédures judiciaires pour violences sexistes et sexuelles aboutissent. Je rappelle juste un chiffre, seul 1% des viols commis sont condamnés, c'est vraiment rien du tout. Et on le voit, hein, même au niveau des célébrités, peu de célébrités sont condamnées. Bon, on a eu, après MeToo, Harvey Weinstein, le rappeur R. Kelly, ou encore Bill Cosby, qui ont été condamnés à soit des peines de prison, soit des grosses amendes, mais c'est vraiment des condamnations exceptionnelles. Certaines célébrités n'ont pas été condamnées, voire n'ont même pas été poursuivies par la justice, mais ont pu perdre des projets, comme par exemple Kevin Spacey, Johnny Depp ou Armie Hammer, qui par ailleurs réfutent les accusations de viol qui les visent. Mais pour moi, le débat autour de la soi-disant cancel culture, il détourne du vrai sujet, donc qui était abordé dans le livre We Will Not Cancel Us notamment, c'est les angles morts de la justice face aux violences sexuelles. À ce sujet, la journaliste Marine Turchi de Mediapart y a consacré un livre qui s'appelle Faute de preuves, dans lequel elle essaye de chercher des solutions. L'actrice Adèle Haenel, par exemple, comme on voit en bandeau du livre, dit « Il ne s'agit pas tant de punir que de réparer ». C'est aussi une notion importante, parce qu'il y a quand même pas mal de féministes qui sont contre le système carcéral, c'est important de le redire, et qui estiment que la prison ne règle pas les problèmes de violences sexistes et sexuelles, et qu'il faut repenser tout notre système politique et culturel, la manière dont on éduque les enfants, etc. etc. En tout cas, ce que MeToo et le féminisme pop défendent, c'est que les violences sexistes et sexuelles devraient être l'affaire de tout le monde. Alors les critiques envers le féminisme pop, elles sont quand même intéressantes, elles soulèvent des questions intéressantes, mais le problème c'est qu'elles dévient souvent vers des arguments de valeur entre qui est une bonne féministe, qui est une mauvaise féministe, mais n'y a-t-il qu'une seule bonne manière d'être féministe ? À ce sujet, c'est important de noter que certaines personnes commencent à instrumentaliser des figures de, par exemple, la deuxième vague du féminisme comme Beauvoir ou Gisèle Halimi pour critiquer les féministes modernes d'aujourd'hui qui sont montrées comme étant nocives, trop radicales, etc. etc. Ce qui est vraiment une instrumentalisation très problématique et qui efface aussi toutes les difficultés et toutes les horreurs qu'ont pu connaître des femmes comme Simone de Beauvoir ou Gisèle Halimi à leur époque à cause de leurs engagements féministes qui ne faisaient pas du tout consensus. Enfin, les limites du féminisme pop, parce qu'il y en a quand même certaines, parce qu'il a des dérives, comme toutes les formes de féminisme, à commencer par ce qu'on appelle le féminisme washing, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est l'idée que des combats féministes modernes, comme par exemple le body positive, ou bien des figures du féminisme, se retrouvent récupérées par des marques, voire même parfois des gouvernements, pour plaire, pour vendre, pas pour faire bouger les lignes. Donc l'idée, c'est de faire croire qu'ils se soucient de la cause des femmes, mais en réalité, pas tant que ça.
Il y avait eu un gros scandale, notamment quand Dior a sorti en 2017, si je ne me trompe pas, le t-shirt « We should all be feminists », qui reprend une phrase de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc elle a donné son autorisation à la marque pour qu'il fasse ce t-shirt. Et bon, vu que le t-shirt était facturé 750 €, forcément, beaucoup de gens estimaient que ça n'avait absolument aucun sens de porter un message féministe avec un t-shirt qui est juste hors de prix pour la grosse majorité des gens. Une autre limite du féminisme pop, / une dérive, c'est le mythe de la girl boss. En fait, à force de se croiser au néolibéralisme et de dire que être une féministe, c'est avoir une carrière, devenir chef, etc., on s'est retrouvé avec le mythe de la girl boss qui a voulu croire que donc, être féministe, c'est avoir une carrière, et puis il suffit de travailler très fort et d'y croire très dur pour réussir. Et on a vu pas mal d'icônes girl boss émerger vers le milieu des années 2010 plutôt. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, elles ont été l'objet d'accusations de harcèlement, d'exploitation ou de discrimination, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc que ce soit à la fois des femmes, des entrepreneurs, mais aussi des médias qui se disent féministes ou bien des entreprises qui se disent féministes. Ce fut par exemple le cas de Sofia Amoroso, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui était la créatrice de la marque de vêtements Nastigal. Mais ce fut aussi le cas d'Ivy Park, qui est la marque de vêtements de sport de Beyoncé, qu'elle réalise avec Topshop, et qui a été accusée de faire travailler des ouvrières sri-lankaises pour 64 centimes de l'heure. Donc, ce qui n'est pas très féministe. Les accusations ont été démenties par Ivy Park, mais bon, c'était trop tard. Elles ont lancé un débat sur les liens entre notamment le féminisme et la fast fashion, qui pose beaucoup de questions. Des militantes d'ailleurs estiment, j'ai pas le temps d'y revenir plus que ça, mais en tout cas que le combat pour les droits des femmes ne peut se faire sans la lutte contre le capitalisme et aussi la lutte pour le climat. Enfin, et c'est important de le dire aussi, c'est que pas mal de féministes témoignent de burn-out militant, face au manque d'action, face au manque de protection des politiques et de la justice. C'est un sujet dont il faut discuter. D'autant que l'ampleur du féminisme pop, en fait, elle peut faire croire que ça y est, les combats sont gagnés, mais les inégalités, les violences envers les femmes sont toujours là. Les femmes sont encore rares à la tête de pays ou bien à la tête de grandes entreprises. Des figures comme Amber Heard ou Meghan Markle montrent que toutes les femmes n'ont pas encore droit au respect. Donc la question qu'on peut se poser, en tout cas à la fin, c'est qu'est-ce qui va rester du féminisme pop et qu'est-ce qui va venir après? Alors c'est difficile de le savoir. Il faut en tout cas espérer que ce féminisme de masse ne sera pas suivi d'une période de relâchement, car les droits des femmes ne sont jamais garantis. Pour terminer, voici quelques suggestions de lecture. J'aurais pu en mettre beaucoup d'autres aussi, mais en voici déjà 5. Et voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long.